Vous... Attends, voilà. Alors, du coup, bonjour à tous. Merci d'être présents, du coup, pour ce premier meet-up de la rentrée. Alors, du coup, il y en a peut-être déjà certains d'entre vous qui ont participé à ces meet-up. L'idée, c'est vraiment, l'idée est vraiment simple. L'idée, c'est de vous permettre, vous PME, de rencontrer des experts sur des sujets qui sont bien précis. Donc, aujourd'hui, sur le RP. Alors, j'ai fait le choix de faire intervenir Arnaud, parce que Arnaud, finalement, c'est, je dirais, le premier acteur qu'on pousse quand vous avez des sujets de modernisation, enfin de mise en place ou de modernisation de RP. En fait, on rentre dans une méthodologie qui est un peu particulière quand on traite de ce sujet-là. Et Arnaud fait partie des premiers acteurs qu'on active, donc puisqu'il a une vision globale sur les différents ERP, déjà d'une, mais aussi sur la rédaction du cahier des charges, qui est quand même un point hyper important, et ensuite sur la conduite du projet tout au long de l'intégration par les prestataires que vous aurez pu choisir. On n'a volontairement pas voulu vous faire un benchmark complet des différents prestataires de RP parce que sinon on y passerait la journée et puis vous ne seriez pas là. Et donc du coup, Arnaud, je dirais Arnaud avec sa casquette un peu générique saura vous présenter dans les grandes lignes. Parce qu'après, des fournisseurs, il y en a tant et plus. Nous, évidemment, on en a quelques-uns avec lesquels on a des préférences pour travailler parce qu'ils répondent bien aux besoins de la filière automobile. Mais après, chacun est libre de travailler avec qui il veut. Là-dessus, on n'a pas de souci. Du coup, alors les meet-ups, c'est un format un peu particulier. Normalement, c'est un format qu'on fait en physique, en présentiel. Bon, là, vous comprendrez qu'avec les circonstances actuelles, on est aussi bien chacun derrière notre PC. Mais par contre, ça se veut quand même quelque chose d'assez libéré où chacun échange, pose ses questions, intervient. Voilà, on démarre tous avec notre micro coupé pour pas interférer avec les bruits parasites. Mais par contre, si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment le voir comme un échange. Voilà, on aura des temps de questions, mais n'hésitez pas à couper la parole, à poser votre question dans le chat ou poser votre question directement. C'est aussi simple. L'idée, c'est de le faire comme si on était tous ensemble autour d'une bière ou d'un café, parce que remarquez, non, c'est l'heure de bière déjà là. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous retrouverez à la suite ce webinaire en replay d'ici quelques jours, voilà, avec quelques supports associés sur lesquels on est encore en train de travailler. Donc voilà, n'hésitez pas. Je laisse la parole du coup à Arnaud et puis voilà, l'objectif c'est vraiment que vous repartiez avec un maximum de réponses sur à quoi ça sert, comment je m'y prends, voilà, quel est l'intérêt finalement de prendre un consultant, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas, est-ce qu'il y a des financements qui sont associés à tout ça, etc., etc. Donc voilà, on est là pour lever un maximum de verrous. Et du coup, je te laisse la place, Arnaud. Merci, et puis merci de me faire intervenir pour ce premier meet-up. Je suis déjà intervenu sur des réunions et des forecasts, donc voilà, on se connaît. Je vais vous présenter un PowerPoint qui va être un peu plus long que le format qui m'est imparti ce matin. Donc, il y a des choses sur lesquelles j'irai très vite, mais vous pourrez le relire après, vous aurez le support. Donc, vous pourrez avoir le complément d'informations que j'ai un peu zappé pour aller sur des choses un peu plus essentielles et qui nécessitent un peu plus de questions-réponses. Je me présente en deux mots. Moi, ça fait 20... Oui, vas-y. Excuse-moi Arnaud, excuse-moi, juste, j'oublie un détail. Je vous demanderai juste, pour tous ceux qui peuvent, de laisser votre webcam allumée, parce que du coup, c'est quand même plus sympa si on se voit, et on verra mieux si vous avez une question, plutôt que de tout réactiver au fur et à mesure. Les micros, on les coupe, mais vos webcams, c'est aussi sympa qu'elles soient allumées, et pour que ce soit un minimum vivant, comme atelier, quoi. Donc voilà, merci. Ok. Donc, je vais quand même me présenter en deux mots. Ça fait plus de 20 ans que je travaille aujourd'hui dans le domaine des ERP. J'ai travaillé chez des intégrateurs. J'ai travaillé dans des PME comme DSI responsable ERP. Depuis 5 ans maintenant, j'ai repris ma casquette de consultant indépendant. Et j'accompagne quasiment exclusivement des TPE, PME industrielles sur le Grand Ouest, avec des missions, entre autres, de rechercher un ERP, est-ce qu'il faut changer de ERP, quel ERP prendre, quel ERP choisir, et ensuite piloter le projet, ce sont des projets souvent assez lourds, tout au long de la vie du projet pour implémenter dans les meilleures conditions possibles ces logiciels dans vos entreprises.
Je travaille pour Cadre Mission, qui est un partenaire d'ID4Car. Donc Cadre Mission, chez Cadre Mission, nous sommes un grand nombre de consultants sur pas mal de domaines différents, ce qui nous permet également d'intervenir un peu en co-compétence sur un dossier là, ID4Car. J'interviens avec une collègue spécialisée sur la RGPD, puisqu'il y a une problématique RGPD chez client. Voilà, le groupe Cadre en Mission, ça nous permet aussi d'être très pointu et très pertinent sur chacune de vos demandes. Donc, J'en profite pour très rappeler, rapidement. j'en profite juste pour rappeler que nous n'avons pas de lien financier avec les fournisseurs que l'on propose et que du coup, si on vous les propose, c'est de façon complètement neutre et parce qu'on estime que c'est les bons et qui sont pertinents sur les démarches que vous engagez, quoi. Donc, on n'a pas de lien financier quel qu'il soit. Voilà. Voilà, donc en 2 mots, on va. Alors, je vais faire un petit tour très très rapide sur le vocabulaire. Reparler et puis ensuite voilà, on va déployer l'ERP, pourquoi on change, pourquoi on met en place un ERP, comment je choisis un ERP et comment on l'implémente et les clés de réussite du projet. Voilà pour les grandes lignes de la présentation. Très rapidement, je reviens sur les différents vocabulaires entre CRM, gestion commerciale, MES, CFAO, GPAO et ERP. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous lirez ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce vocabulaire n'est pas du tout étanche. C'est-à-dire qu'on va on va parler de gestion commerciale qui vont dépasser sur des fonctions ERP, on va parler de CRM qui vont dépasser aussi sur des fonctions ERP. Tous ces mots-là ne qualifient pas des choses très bien identifiées en termes de fonctionnalité. C'est d'autant plus vrai sur la partie ERP que la chaîne de base d'un ERP, c'est la chaîne achat, les ventes, les données techniques pour aller en finalité au calcul des besoins. Parce que on parle de ERP quand il y a un calcul des besoins derrière et que vous êtes capable de générer vos besoins à partir de tout ça. Mais bien sûr, autour de ce noyau central historique de l'ERP, on peut avoir de la CRM, de la comptabilité, de la planification, tout un tas d'outils plus ou moins métier et plus ou moins performant. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, une petite CRM. Donc, si votre besoin de CRM est limité, votre ERP répondra. Si vous avez un besoin de CRM très pointu, faut regarder pour choisir un ERP qui a une CRM suffisamment pointue. Donc après, tout ce périmètre fonctionnel, d'un ERP à l'autre, ça peut varier très très fortement en fonction de la typologie de l'outil que vous allez choisir et puis du coup en fonction de votre demande. Je vous laisserai relire toutes ces choses-là, c'est assez synthétique. Alors d'abord, à quoi sert un ERP? Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? On a quand même, quand on discute avec les chefs d'entreprise, les dirigeants, on a quand même, dès qu'on parle de ERP, c'est toujours un peu lié à du stress, à des expériences passées souvent un peu stressantes sur le prix, sur l'inadaptation du produit à l'entreprise. Que ça fait perdre du temps ou que c'est sclérosant pour l'entreprise. Ça, c'est hélas ce qu'on entend souvent. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'objectif de l'outil. Et c'est souvent parce qu'on perd l'objectif de l'outil qu'à un moment, on se retrouve dans ces situations-là. Donc, le principe de base de ces outils de centralisation de données, c'est de ne saisir une donnée qu'une et une seule fois. À partir du moment où votre donnée elle est ressaisie plusieurs fois ou elle est ressaisie sur Excel à côté, vous avez perdu la finalité de votre outil. Cela doit être un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que si vous mettez en place ce type d'outil, c'est pour au bout vous en servir pour vous aider à prendre des décisions. Ça peut être du reporting, ça peut être du BI, ça peut être plein de choses, mais cet outil doit vous servir à piloter votre entreprise. Et donc, par extension, ça ne doit pas être ce qu'on rencontre souvent, un simple traitement de texte un peu automatisé. Voilà, je fais mes commandes et puis je suis content parce que ça me permet de saisir mes commandes. Ça ne suffit pas. Et surtout, une des clés, c'est que votre ERP doit être intégré dans vos processus organisationnels au niveau de votre entreprise. Ce que l'on rencontre souvent, c'est des gens qui ont installé leur ERP à un instant T, puis ils sont contents, voilà, ça a été un gros travail, ils ont travaillé longtemps, et puis voilà, leur ERP tourne, ils s'en occupent plus, et puis 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après, les gens ont changé, les gens ont bougé. Et puis, on a aussi changé la typologie d'entreprise parce que vous avez gagné des nouveaux marchés, des nouvelles solutions et vous ne vous êtes plus préoccupé de votre ERP. Et au bout d'un moment, votre ERP est resté tel qu'il était il y a 5-7 ans,
Et vous avez complètement changé votre façon de travailler sans vous en rendre compte parce que c'est votre travail aussi de vous adapter. Et là, vous avez un ERP qui répond plus à votre fonctionnement. Donc, il faut absolument que vous intégriez dans vos processus d'entreprise votre ERP pour que votre ERP, quand vous bougez, vous fassiez bouger le ERP en même temps. Et l'ERP aide donc à coordonner tous vos flux, à améliorer la visibilité des données par les services, à améliorer la productivité et à maîtriser les coûts. Ça, ce sont les bases de mettre ces outils en place. C'est-à-dire si derrière, vous n'avez pas un retour d'information qui vous permet d'amortir aussi l'outil, vous perdez une partie de l'objectif. Donc ça, c'est l'outil ERP doit servir à ça. Et c'est le diagnostic initial qu'on fait avec vous au départ qui permet de dire, voilà, je veux mettre un outil, mais pourquoi faire? Quelle est la finalité de la chose? Alors d'abord, pourquoi mettre en place un ERP? Il y a deux cas, il y a pourquoi je le mets en place et pourquoi je remplace un ERP. Donc premier cas, pourquoi je le mets en place? Aujourd'hui, il y a 38% des PME qui sont équipées de ce type d'outils, donc enfin TPE, PME. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 60% qui ne sont pas ou mal équipés en termes d'outils de gestion. Donc souvent on m'appelle quand un nouveau dirigeant arrive ou que le dirigeant s'aperçoit que tout son système repose sur de l'excellerie, pour reprendre le terme d'un de mes clients, ou sur un vieil ERP, une vieille gestion commerciale, avec toutes les pertes de temps qui sont inhérentes à ça, les ressaisies, la possibilité d'analyser les données, les tableaux Excel dans tous les sens, et ainsi de suite. Dans ces cas-là, le RP, ça doit permettre de simplifier les processus, éviter les ressaisies, avoir des tableaux de bord pertinents, automatiser l'administratif, respecter les législations en termes de RGPD, de TVA sur les caisses ou ce genre de choses, et de diminuer les stocks, les délais et les frais de transport. C'est les choses principales qui font que une TPE qui commence à grossir ou une petite PME va avoir besoin d'un outil pour centraliser sa donnée. Voilà quelques-uns des objectifs. Deux solutions, soit on démarre avec un ERP simple, standard, qui va vous aider à construire vos processus et avoir des processus un peu standardisés, soit partir sur des solutions un peu plus complètes, un peu plus riches, mais qui nécessitent aussi une mise en œuvre qui va être un petit peu plus complexe. Pourquoi changer de RP ensuite? Donc, pour une PME déjà équipée d'un outil de gestion, on va envisager un changement si le logiciel n'est pas capable d'apporter les outils d'accompagnement de la croissance. On a mis un ERP quand on faisait 1 million d'euros, maintenant on en fait 10. On a augmenté nos équipes, on a augmenté notre encadrement. Le ERP ne répond plus fonctionnellement à l'organisation de l'entreprise. Dans le cas des technologies obsolètes, hélas, on est en informatique. C'est des choses qu'on a connues. Et c'est souvent l'occasion de revoir les processus et l'organisation interne de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on profite de la mise en place de l'ERP pour revoir et puis pour mettre des processus en place qui sont un peu plus standards. Attention, ce n'est pas l'ERP qui va organiser l'entreprise, c'est un outil qui va être à votre service et qu'il va falloir apprendre à utiliser comme tous les autres outils. Si vous avez des questions ou des remarques sur ces premiers points, est-ce que c'était clair? Tout reste au rouge, donc... Moi, j'ai tout compris. Mais du coup... oui. Alors, comment on choisit son ERP? Dans la majorité des cas, les entreprises ne savent pas rédiger un cahier des charges ERP et surtout ne savent pas choisir un produit. Ce qui est logique, c'est un métier, c'est notre métier. Et notre objectif de consultant, notre rôle de consultant, c'est d'aller voir toutes ces entreprises, d'aller voir ces ERP, d'aller voir ces intégrateurs. C'est ce que je dis ici. Aujourd'hui, si vous allez sur le site Expert, ça s'appelle Technologie maintenant, je crois, il y a 1500 logiciels entre ERP, CRM, Gestion Co, GPAO sur le marché. Donc, vous, et ce n'est pas votre métier, allez trouver l'outil qui va vous convenir dans ces 1500 produits, c'est juste impossible. Donc, notre rôle, nous, de consultants indépendants, c'est de
faire l'inventaire de tous ces produits, des produits du marché, de savoir dans quel cadre chacun intervient, quelle est la couverture fonctionnelle et le fonctionnement technique de ces outils, pour derrière vous faire une proposition qui va répondre à vos attentes fonctionnelles, mais aussi à vos attentes technologiques et à vos attentes d'accompagnement. Alors, il y a un certain nombre de critères. Alors, c'est assez schématique, mais c'est pour que vous puissiez avoir les clés du choix de ce type d'outil qu'on va vous demander pour choisir, pour vous proposer un outil adapté. D'abord, est-ce que vous attendez un outil généraliste, c'est-à-dire un outil avec une très grosse couverture fonctionnelle qui fait plein de choses et que vous allez pouvoir adapter à votre besoin? Ou alors, dans le cas contraire, est-ce que vous attendez une solution métier qui connaît très bien votre métier, qui connaît très bien votre profession? La différence entre les deux, c'est que souvent la solution métier va être un petit peu plus limitée en termes de fonctionnalité et donc on va plus aller des fois sur des produits extérieurs pour compléter la partie fonctionnelle. Il y a aussi la notion de paramétrie verticalisée, c'est des choses qu'on rencontre avec certains gros ERP où pour pouvoir attaquer le domaine des PME, ils ont fait déjà des choses un peu plus spécialisées. Je pense à XE3 ou des choses comme ça qui ont fait des choses un peu spécialisées pour la mécanique, pour attaquer le secteur de la mécanique et du coup diminuer les coûts d'implémentation. Ensuite, on va avoir la gamme de produits. Bon, la gamme de produits, effectivement, ça va être un peu lié au budget que vous allez vouloir mettre en place. On va diviser en 3-4 segments, en sachant qu'il y a des recouvrements, c'est-à-dire qu'on peut souvent, il y a des gros outils qu'on va pouvoir mettre sur des budgets un peu plus restreints. Si vous avez 10 000 € à mettre et puis que vous voulez mettre du Microsoft AX, je vais tout de suite vous dire que ça va être compliqué. Voilà. Donc, on va quand même essayer de voir en fonction des budgets des clients, ça va sélectionner tout de suite une certaine gamme de produits dans le catalogue. Ensuite, le type de logiciel que vous souhaitez. Certains, alors là, il y a un peu une question de religion, hein, certains sont très logiciels libres, donc ne sont pas du tout logiciels libres. Donc après, il y a une discussion pour savoir quelle est votre sensibilité sur ça, c'est-à-dire est-ce que vous voulez un logiciel où il n'y a pas de licence pour ne pas être dépendant d'un éditeur, ou est-ce que vous avez plus confiance en un éditeur? Ça, on va voir un peu quelle est votre sensibilité sur ces choses-là. Je parle un peu de logiciel sur mesure. Très clairement, c'est quelque chose qu'on pousse de moins en moins. Plutôt que des logiciels sur mesure, on va prendre des logiciels très paramétrables et on va adapter les paramétrages plutôt que de repartir de zéro et puis de réinventer le fil à couper le beurre, très clairement. Est-ce que vous souhaitez passer directement avec un éditeur, de façon à avoir un contact direct avec celui qui conçoit le logiciel, ou est-ce qu'on passe par un intégrateur? C'est aussi un des critères. Et ensuite, il y a la technologie. Et je vais aller vite sur cette chose-là. On reparlera après tout à l'heure des technologies parce qu'on est aujourd'hui en train de vivre un saut technologique au niveau des ERP, pas que là d'ailleurs, mais entre autres. Et ce saut technologique fait que ça apporte quelques contraintes supplémentaires lors du choix des solutions. Tiens, j'en parlais justement là. Je vous montre ce tableau-là. Alors ce tableau-là, c'est un tableau qu'on a construit avec des consultants de cadre en mission. C'est une petite constellation des produits. Allez, il y en a une cinquantaine, ce sont, on va dire, les plus courants que vous allez retrouver à peu près partout aujourd'hui sur le marché. Alors, il y a deux axes. Il y a un axe en bas qui est à peu près la taille du produit. Alors, je parle bien de la taille du produit, c'est-à-dire le coût de sa mise en œuvre, hein. Je ne parle pas de la taille de votre entreprise. Donc, on part sur le TPE. En gros, on commence sur une TPE 4, 5, 7 postes avec des solutions, licence, prestations, installation, tout en dessous de 30 000 €. Deuxième tranche, on attaque les PME, on est sur des solutions en dessous de 70 100 000 €. Troisième tranche, on commence sur des très grosses PME, sur des projets multisites ou ce genre de choses, avec des projets entre 100 et 300 000 €. Et ensuite, les grands comptes, là, on est plus sur des solutions beaucoup plus coûteuses. Donc ça, c'est l'axe des X et l'axe des Y. On va avoir un peu les technologies, les trois technologies que je vais vous présenter après.
les clients, ce qu'on appelle les clients lourds, les outils web et le full SaaS. On reviendra sur ça tout à l'heure, mais vous voyez que pour trouver votre bonheur là-dedans, il y a quand même un certain travail à faire. Donc je reviens un peu sur le saut technologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le monde des ERP et qui fait que le choix d'une solution est un peu compliqué, qu'il faut bien y réfléchir quand vous allez aborder le sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des grandes solutions du marché, donc, que vous devez peut-être connaître, vous avez peut-être entendu parler, c'est Dixo3, Dedivalto, sur le Grand Ouest, on a beaucoup Proginov. Toutes ces solutions, elles datent des années 80-90. Elles ont été conçues dans ces années-là. Et donc aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont absolument pas adaptées pour l'usage du web. Alors, on a trouvé quelques solutions. Certains ont fait une petite façade web, souvent sur certaines choses. Par exemple, Divalto, voilà, qui propose des outils web autour. Mais le fonctionnement de base du logiciel, ça reste des fonctionnements qui datent d'il y a 20 ans. Le deuxième type de logiciels, ce sont des logiciels qui se sont développés après l'arrivée du web, donc qui sont ce qu'on dit développés en 3 tiers. Donc on va retrouver Microsoft 365, les solutions Infor, les solutions Silob, les solutions OpenProd ou Axelor. Toutes ces solutions-là, ce sont des solutions qui ont été créées sur des sites web avec des solutions type Java et de la base de données. Donc ça, ce sont des solutions qui commencent à avoir des couvertures fonctionnelles très très riches, qui sont aussi assez coûteuses en termes d'implémentation, parce que c'est un peu les technologies qui veulent ça. Et enfin, le troisième point, et c'est là où on est un peu sur un saut fonctionnel, on a des toutes nouvelles technologies qui sortent, qui sont full web, qui sont complètement SaaS, qui sont en fait les technologies que vous retrouvez sur ces petites choses-là, donc qui sont très accessibles, qui ressemblent à des apps de téléphone, qui fonctionnent comme ces apps-là, comme LinkedIn, comme ce genre de choses, qui sont donc très très faciles à intégrer dans l'entreprise parce que on retrouve les outils qu'on utilise au quotidien, mais qui sont des solutions qui sont très nouvelles, qui ont 2, 3, 4 ans, et donc fonctionnellement, la couverture fonctionnelle de ces outils est forcément beaucoup plus limitée que des solutions qui ont 20 ans et qui ont 30 ans. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. C'est ce que regroupe ces 3 écrans-là. Donc vous voyez la grosse partie basse, ce sont tous les outils que l'on va dire historiques. Hein, on retrouve Abax, X3, Proginov, Divalto, enfin tous les noms que vous devez connaître, ou même des Héraclès, Aprodix sur le plus bas sur l'entrée de gamme. Au milieu, ce sont tous les outils qui ont été créés sur le web. Alors, vous voyez les très gros du marché que sont Infor, Microsoft, IFS. Voilà, tous ces gens-là sont maintenant sur le web. Et sur le milieu de gamme, vous avez des gens comme Silob, comme Odoo, Axelor, donc les produits dits libres, hein, en jaune au milieu. Donc là, on est sur des solutions web classiques. Et en haut, on a les premières solutions full SaaS. Voilà, qui commencent à émerger, qui, je le répète, on parle en termes de couverture fonctionnelle, on ne parle plus du tout de la même chose. Par contre, en termes d'intégration, c'est très intéressant. Si vous partez sur des solutions très paramétrables, les temps d'intégration sont forcément beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes. Ces solutions web et full SaaS sont en général beaucoup plus customisées, beaucoup plus simples et beaucoup moins lourdes à mettre en place. Est-ce que je fais une petite pause? Est-ce que vous avez des questions sur la présentation de l'ensemble de ces solutions? En sachant, je le répète, hein, c'est que nous, l'objectif, c'est de dire qu'est-ce qui sera adapté à votre sensibilité, à la couverture fonctionnelle dont vous avez besoin, et à la typologie, à la sensibilité des données, etc. C'est de prendre tous ces critères en compte pour vous présenter les outils les plus adaptés possibles. Allez, si vous avez des questions. Je me permets juste de compléter. En fait, typiquement, c'est pour ça que nous, on vous invite, mais après, chacun fait bien comme il veut, mais nous, on vous invite vraiment à être accompagné par un consultant du
tel qu'Arnaud sur ce sujet-là, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on va commencer à mettre le doigt dans quelque chose d'assez complexe et que d'une, vous parlez pas le langage ERP toute la journée et donc vous n'êtes pas sur une bonne zone de confort. Et de deux, avoir un œil extérieur pour vous aider à challenger vos besoins, c'est toujours intéressant. Et de trois, je dirais, quand on voit les coûts qui sont associés à ça et les aides financières qu'on peut avoir là-dessus, enfin, pour moi, il n'y a même pas de débat. Enfin, ça vaut pas la peine de se poser la question. Donc, ça vaut la peine d'être accompagné là-dessus et parce que c'est hyper chronophage, ça évolue assez vite. Enfin, voilà, enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de process que vous maîtrisez pas forcément vous en interne, il y a des choses que vous imaginez qui se passent comme ça et qui en pratique se passent d'une autre, même si vous en avez confiance parfois. Mais voilà, enfin du coup, nous on vous invite vraiment à travailler avec quelqu'un comme Arnaud et d'ailleurs quand on a ce sujet-là à traiter, on commence par ça, quoi. Donc voilà, Moi, mais ouais. Vas-y Pascal. j'ai une ou deux petites questions. Je voulais savoir, Arnaud, vous parlez de Microsoft 365. En quoi c'est un ERP, selon vous? Oh, bah, ça reste un ERP, c'est-à-dire sa couverture fonctionnelle, elle couvre le fonctionnel d'un ERP. J'ai ma gestion commerciale avec une grosse CRM devant, mais je l'ai dit, hein, en fonction des outils dans les ERP, on va avoir des choses comme ça. Je vais jusqu'à la compta, j'ai de la gestion de production. Ils font pas de production série, mais ils font de la production à l'affaire. Je génère des besoins, je peux reboucler sur des achats. J'ai tous les éléments pour faire un ERP. C'est pas souvent utilisé dans un ERP parce que très clairement, c'est pas leur zone, la partie production, c'est pas leur zone de confort. Donc, on les rencontre beaucoup plus sur des chaînes commerciales, des chaînes financières ou de la CRM. Néanmoins, en termes de couverture fonctionnelle, on peut le présenter en ERP sans aucun problème. Et on peut s'interroger, on peut poser la même question sur plusieurs produits. Hein. Je ne voudrais pas prendre la parole, j'avais une autre petite question. Vous parlez de développement maison, de RP, en disant que c'est de plus en plus rare. Quels sont les obstacles majeurs au fait de faire développer, si on estime qu'on a une activité de niche, au fait de faire développer son ERP, pourquoi est-ce que c'est de plus en plus rare et qu'est-ce qui peut poser souci, quoi? Alors, il n'y a pas d'obstacle à redévelopper son ERP, sauf que dans la pratique, ça pose plein de questions. Première question, quelle est la plus-value de réécrire une chaîne achat, des bons de réception, des factures? Aucun intérêt. Vous prenez une brique OpenProd, vous prenez une brique Accelor, vous prenez une brique Odoo d'un logiciel libre, et puis vous vous amusez avec ça, vous partez de la base et vous développez. Donc, les logiciels libres sont justement faits pour éviter d'avoir à tout réinventer. Par contre, vous êtes dans un secteur un peu particulier qui va être le traitement des déchets, qui va être l'énergie, qui va être des choses comme ça. Effectivement, les ERP vont répondre assez mal à ça parce qu'on n'est pas sur du processus classique. Là, vous prenez effectivement des brilles de logiciels existants et derrière, vous faites une partie spécifique adaptée sur ce au quoi les ERP ne répondent pas. Là, on est d'accord. Mais repartir from scratch en disant je recommence à tout redévelopper, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ça va vous poser plein de problèmes derrière sur la pérennité du produit. Vous allez être dépendant de vos développeurs, les montées de version, la pérennité des solutions techniques. Enfin, tout ça, c'est des coûts qui sont énormes. Et donc, dire je repars de zéro, alors à moins que vous ayez des développeurs dans votre entreprise sous la main et qu'ils ont que ça à faire. Sinon, ça n'existe plus. En général, les solutions, j'ai un prospect là, qui a fait ça, il est dans la location, enfin il fait de la location de matériel un peu électronique, il a pris un Accelor, il a 80% de son flux dans le standard d'Accelor, et puis effectivement, il s'est développé une brique un peu spécifique pour son activité dans Accelor. Et derrière, il a ses montées de version, il a son accompagnement, et la partie spécifique, c'est vraiment celle qui est spécifique à son métier, et tout le reste, il a repris du standard. Merci. Je t'en prie. D'autres questions? Il y a un micro qui s'est ouvert là. Simon, Davigo? Non. Bon, je continue. Hein. J'en ai juste une troisième, mais je ne veux pas. Quid de l'interopérabilité au niveau des solutions clients lourds et 3 tiers, quid de l'interopérabilité avec les autres logiciels potentiels de l'entreprise, même si.
Alors, c'est un problème fondamental et c'est là où les nouvelles technologies que vous voyez en haut de mon tableau, les technologies full SaaS, sont vraiment un gros plus. Je vous donne un exemple. Sur une solution Proginov, j'ai voulu développer une interface WMS avec un WMS, un gros WMS du marché. J'avais 15 à 16 jours de développement. Au total, c'était rien que pour développer cette passerelle, j'en avais pour plus de 50 000 euros. Pourquoi? Parce que on repart à zéro à chaque fois, on a des outils qui ne sont pas adaptés pour communiquer ensemble, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ces fameuses solutions full SaaS, elles communiquent via des API nativement avec un peu tout le milieu. Donc, si vous avez des solutions Slide, des solutions Trello, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent ces petites solutions, un CRM web, ce genre de choses. Ces solutions full SaaS vont pouvoir s'interconnecter quasiment nativement avec ces outils-là. Donc, en termes d'interopérabilité, je ne vais pas y arriver, c'est pas grave, on est sur des solutions qui sont justement beaucoup plus puissantes aujourd'hui. Mais je le répète, on reste quand même sur des couvertures fonctionnelles plus restreintes. Donc, si vous êtes sur un flux fonctionnel assez simple, avec plein de choses autour, plein de satellites autour, il faut s'interroger justement parce que vous pouvez très vite avoir, entre autres, j'ai vu sur les solutions Odoo, la facture des interfaces, ça peut très vite monter. Il y a quelqu'un qui pose... Non, c'est Simon. D'accord. Stéphane, enfin, je t'interpelle. Attends, Stéphane, tu nous vois? Oui. Arrête de te gratter la tête. Je vois que ça fume là-haut. Du coup, tu as peut-être des questions particulières parce que toi, tu es au début de cette réflexion-là. Est-ce que tu as une réflexion particulière sur le sujet? J'ai peut-être fait poser des questions alors, oui. Moi, je vous avoue que c'est un sujet que j'ai repris l'entreprise il y a 10 ans. Donc, Mobilis, c'est un bureau d'études en mobilité, en transport, en accessibilité. On intervient sur toute la France, donc c'est du service. Et j'avais regardé, nous, on a beaucoup d'excellerie, comme vous dites. Beaucoup. L'information, elle est un peu partout. Il faut que les fichiers se mettent à jour, ça devient un peu lourd. J'avais regardé pour Odoo quand ça s'appelait OpenERP, il y a encore un certain nombre d'années. Et ça fait toujours partie des cibles que j'ai, mais je suis toujours inquiet de effectivement tout ce qui est. Je ne peux pas tout changer du jour au lendemain. Et la question, c'est effectivement l'interopérabilité, le temps que ça va mettre à être mis en place. Comment on fait dans les périodes de transition, parce que c'est compliqué de demander aux gens de saisir l'information. Et à un moment donné, il faudra quand même la saisir peut-être 2 fois dans le système actuel et dans le futur. C'est là où je suis un peu plus circonspect sur les migrations et sur le passage d'une solution à l'autre. Et à la fois la complexité et à la fois le coût, au sens où, comme je disais hier à Antoine, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête ou quand ça se termine. Et donc, la crainte que j'ai, c'est de mettre la main qui me vienne le bras et qui me mange la tête, parce qu'à la fin, ça me créera plus de problèmes que de solutions. Donc, c'est pas que je suis fermé, c'est juste que je suis circonspect ou interrogateur sur le passage à un ERP. Voilà. C'est là où on est là pour vous accompagner, très clairement. On est là, c'est notre travail d'accompagner des gens qui se posent les mêmes questions que vous et qui ont les mêmes craintes que vous. Notre rôle est de vous aider à trouver le produit, mais aussi ensuite de faire des plans d'action qui permettent d'intégrer le produit dans de bonnes conditions. Par contre, j'ai une réponse à une de vos questions. Vous dites quand ça va s'arrêter. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Parce qu'il faut que votre outil s'intègre dans votre processus métier. Donc ça veut dire que tous les ans, il faut que vous remettiez, dès que vous bougez un processus, vous remettiez en cause votre ERP et que vous fassiez avancer. Et c'est comme ça que ça vous coûtera le moins cher. Parce que si vous dites je m'arrête et je ne fais plus rien, dans 5 ans, vous faut remettre un billet sur la table. Donc pour que ça ne vous coûte pas trop cher, il faut justement que ça ne s'arrête jamais. Et que vous fassiez toujours en sorte que votre outil, quel qu'il soit, colle à votre réalité fonctionnelle. Ça, c'est Maintenant,
Alors après, il faut étudier votre situation. Je ne vais pas vous répondre comme ça. On peut faire des démarrages, des go live en disant on démarre tout à un instant T en faisant du chargement, de la reprise de données. On peut faire du démarrage en bisou doucement en disant on commence par certaines chaînes fonctionnelles, on met les achats par exemple en place, on met les stocks, et puis petit à petit, on fait monter l'outil que vous allez choisir sur l'ensemble de l'entreprise. J'attire votre attention quand même sur les outils comme Odoo. Ça va être vrai avec d'autres outils, c'est particulièrement vrai pour Odoo. Ce sont des boîtes à outils un peu vides. Donc, ça va falloir un peu tout construire avec. Donc, ça veut dire qu'il va falloir demander à vos équipes, vous voulez quoi et comment vous voulez l'implanter. Ça va vous prendre du temps et ça va être chronophage et ça va vous coûter de l'argent. Les solutions, si vous voulez mettre moins de ressources, prenez une solution un petit peu plus standardisée, quitte à dire, je ne mets pas forcément tout dedans, je fais peut-être que 80% dans un premier temps, et puis une fois que mes 80% y seront, je verrai pour mettre quelque chose d'un peu plus spécifique. Parce que forcément, quand vous partez avec un Odoo, déjà en termes de temps, ça va vous prendre un temps monstrueux parce que il va falloir faire tous vos concepts, qualifier tous vos processus, rédiger tous vos processus pour qu'un intégrateur puisse vous intégrer la solution dans de bonnes conditions. Donc déjà, forcément, ça va être compliqué. Donc c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Mais il faut analyser votre demande plus précisément, mais on est là pour ça. En fait, la complexité n'est pas dans mes process à moi. La complexité est pour moi, j'avais regardé comment ça fonctionnait, les briques de base me correspondaient assez bien. Après, c'est sur effectivement le temps de personnalisation et le temps de récupération des données, parce qu'effectivement, il y a toutes les données anciennes qu'il faut remettre dans le système futur. Il y a toute la période de transition où peut-être que toutes les données ne seront pas, donc comment les deux systèmes travaillent main dans la main. Et c'est là où j'ai l'impression que c'est un beau bordel. Voilà. Moi, j'en suis arrivé à ça. Ça risque d'être un beau bordel pendant un bon bout de temps et qu'au final, ça démotive et que ça bloque ça bloque, oui, ça démotive et que ça bloque un peu tout le système au sens où, tout le système, que les gens rechignent à saisir. Avant, ils saisissaient qu'une fois et que c'était peut-être un peu lourd, mais que s'ils arrivent à saisir 2 fois et qu'en plus ça marche pas, à la fin ils vont dire je saisis plus rien. Et donc, c'est sûr qu'il faut que vous ayez un accompagnement derrière avec le prestataire aussi. Hein. C'est pas que un consultant extérieur, c'est aussi que vous trouviez un prestataire qui vous accompagne bien sur cette question-là. Et si c'est votre point critique, il y a des solutions derrière pour faire que ça aille beaucoup mieux. On a aujourd'hui des outils. Alors, j'ai pas mis la partie intégration des processus. J'en ai pas parlé, compte tenu du temps, c'était un peu compliqué de le faire passer. Mais aujourd'hui, on a des processus d'intégration qui sont pas ceux d'il y a 20 ans, avec des cycles en V. Voilà. Aujourd'hui, on a des choses qui sont un peu moins chronophages, un peu plus standardisées et qui permettent de faire monter les utilisateurs en compétences beaucoup plus rapidement. Après, il y a la problématique de la reprise de données, etc. Mais tout ça, c'est des choses qu'on peut maîtriser sans problème sur un projet comme ça. Et ça s'analyse. J'ai bien compris. Je voulais éventuellement ajouter quelque chose par rapport à ces plateformes. Actuellement, je suis en recherche d'un ERP sur une création, sur un modèle startup, mais j'ai connu l'intégration d'un ERP après 10 ans d'exploitation dans une société. C'était un ERP du type Néandertal, comme les premiers que Arnaud nous a présentés, c'est-à-dire fonctionnant très bien sur DOS, mais ignorant totalement Windows. En fait, c'est une question de volonté avant tout. C'est-à-dire qu'il faut aller vers ce que l'on recherche comme rendu, comme structuration. Si effectivement on se pose des questions, c'est parce que le besoin n'est pas assez fort. Moi aujourd'hui, je fais la recherche dans un petit logiciel sur une startup. C'est parce qu'effectivement, je veux pouvoir avoir une aide de décision, parce que je veux pouvoir offrir à mes clients la possibilité d'avoir accès à mes plannings,
Donc c'est pour ça que je veux faire. Mais si on n'a pas une bonne raison, une grosse motivation, c'est pas génial. La peur d'émettre pas le danger, c'est-à-dire que vous vous posez un certain nombre de questions, mais en fait, c'est probablement parce que le besoin n'est pas impératif. Je le sens comme ça. Hein. Excusez-moi si je suis un peu décapant. Alors, par exemple, si vous êtes sur des questionnements start-up, nécessité de vous projeter chez vos fournisseurs ou chez vos clients, vous êtes en gros sur le premier quart en haut à gauche de mon tableau. C'est-à-dire qu'il va vous falloir des solutions assez communicantes et assez web, parce que toutes les anciennes solutions, c'est des choses qu'elles feront beaucoup moins bien et de façon beaucoup plus lourde. Donc il va falloir partir sur des solutions web, et là vous avez des solutions web qui sont voilà, qui sont communicantes et qui vous permettent de dire j'envoie un lien à mon client clique, il a sa commande, il a ses pièces jointes, il a ses objets. Bon voilà, il y a plein de choses là-dessus, on peut en discuter après. Mais voilà, très clairement vous êtes sur ce carré-là, quoi. Je vais avancer un peu plus. Les clés de la réussite du projet. Aujourd'hui encore, 30% des échecs, 30% des projets ERP sont des échecs. Et 50% des projets explosent les coûts et les délais. C'est encore aujourd'hui le cas. Par contre, on connaît les causes. Ça, c'est pas mal. Une mauvaise évaluation des besoins. Donc, ça, c'est vraiment la conversion qu'on avait juste avant. C'est-à-dire qu'il faut bien évaluer au départ vos besoins et bien évaluer ce qui disait là où vous voulez aller et ce que vous voulez mettre en place et quelles sont les étapes que vous voulez vous mettre et quels sont les critères que vous voulez mettre dedans. Mauvaise gestion des ressources. C'est surtout le cas dans les PME. Je doute que vous ayez chez vous des gens qui n'ont rien à faire. Donc forcément, allez voir les gens de vos équipes et leur dire va falloir que tu travailles une journée sur du concept avec moi pour savoir ce que tu veux. Ça pose des problèmes. Donc avoir un pilotage projet qui permet de dire qui on met dans les équipes, quel temps va être nécessaire et quand le projet avance, dire attention, vous ne passez pas le temps suffisant et du coup on va dériver sur le projet et comment on maîtrise ces temps passés sur le projet. Ça, c'est absolument capital. Donc, un pilotage projet constant tout au long de la mise en place. Et des demandes et réalisations mal maîtrisées. C'est pareil. Moi, j'ai envie de réinventer le monde avec mon ERP. Bah, attends, fais déjà ce que tu sais faire. Et puis après, on y va par strat en rajoutant des fonctionnalités au fur et à mesure. Mais commence déjà par savoir passer tes achats, tes bons de réception, tes factures. Et après, on ira plus loin sur des choses un peu plus pointues. L'idée, c'est pas de pas y aller. L'idée, c'est d'y aller en mettant les moyens progressivement et de bien maîtriser ce qu'on fait. Des erreurs à ne pas commettre, ne pas partir du principe que son entreprise a un fonctionnement très spécifique. Aujourd'hui, j'ai installé une centaine d'entreprises PME industrielles, des gens qui ont des processus très très spécifiques par rapport à des fonctionnements ERP, j'en ai pas vu souvent. Par contre, des gens qui se sont adaptés au travail avec le papier ou avec des tableaux Excel et qui ont tordu les organisations pour être opérationnel et efficace avec ces outils-là, ça, oui, par contre, on en voit beaucoup. Mais à un moment, il faut savoir un peu prendre du recul et puis peut-être remettre en cause ces processus en intégrant les outils informatiques, et là, ça va tout seul. Imposer que l'informatique s'adapte à l'entreprise sans remise en cause interne, c'est un peu ce que je viens de dire également, et reporter la responsabilité sur le prestataire. Le prestataire est là pour vous accompagner, il est là pour vous donner des outils. La responsabilité de la mise en œuvre, ça reste la vôtre en tant qu'entreprise. Des conditions indispensables, l'implication de la direction et des cadres dans le projet. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la direction soit moteur sur le projet et pose le sujet de l'ERP comme un impératif s'ils veulent le mettre en place. Une équipe projet claire et un pilotage constant, donc voilà, des gens bien identifiés sur le projet, de préférence pas le PDG. Une bonne formation des utilisateurs. Alors, ça devient de plus en plus simple avec les nouveaux outils dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vrai que si vous partez sur des outils un peu plus vieux, c'est toujours un peu compliqué. L'intégration de l'ERP dans les process de l'entreprise, j'arrête pas de le répéter, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes clients où c'est le problème, qui reviennent me voir, ils ont installé leur ERP en 2005 et aujourd'hui, plus personne ne sait s'en servir. Et la prise en compte des besoins de terrain et l'accompagnement du changement pour tous les utilisateurs. Ça, c'était la problématique qui était posée tout à l'heure par
Stéphane. Effectivement, faut bien accompagner les équipes pour qu'ils acceptent ces changements et qu'ils soient moteurs aussi dans ces changements. Voilà. Les clés de la réussite du projet, il n'y a pas de miracle. Quand un projet part de travers, on est toujours dans ces choses-là. Hein. J'ai aucune exception. Hein. Alors, je vois un peu mon travail, un accompagnement par un consultant indépendant, alors moi ou un autre, qui connaît les produits du marché, qui sait comment fonctionne un ERP, les impacts transversales d'un ERP, c'est-à-dire je sais que si je fais ça là, ça va avoir telle conséquence là-bas, et qui est neutre par rapport au projet, c'est-à-dire qui est neutre par rapport à vous, qui va être neutre par rapport à l'intégrateur ou par rapport à l'éditeur, et qui va pouvoir dire à chacun, attention, toi l'intégrateur, tu fais pas ton rôle en conduite de projet, ou attention, vous l'entreprise, vous mettez pas les moyens suffisants pour tenir vos objectifs. Ça, c'est notre rôle de vous le dire. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est notre rôle de vous le dire. Et voilà. Ce que disait également, un peu ce qu'évoquait également Stéphane sur ce type de projet, en gros, 1 € de mise en œuvre, externe, c'est 1 € de mise en œuvre interne. C'est-à-dire que si je dépense 20 000 € en licence, en prestation, en accompagnement, eh ben, je vais avoir à peu près la même somme en coût caché en interne entre les temps perdus par mes utilisateurs, les temps de ressaisie. Voilà. En gros, c'est 1 €. Alors, c'est très schématique, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même une image que vous pouvez garder à l'esprit. Et donc, on en a parlé avec Pascal. C'est un ERP ne fait pas tout, ça doit s'intégrer dans votre écosystème. Ça doit parler avec votre CAO, avec vos CFAO. Vous avez possiblement des audits si vous travaillez avec la GMS. Souvent, on va vers une comptabilité, les pointages d'entrée-sortie, les supervisions, les WMS, les TMS, tout ça, ça doit parler ensemble. Et aujourd'hui, c'est un fort enjeu, surtout en termes de coûts et d'investissement. Une petite conclusion, donc, en règle générale, le choix d'un ERP plutôt qu'un autre n'est pas un facteur déterminant. Je vous l'ai dit, grosso modo, les ERP ils font tous à peu près la même chose. Donc, si vous me dites je prends le RPA ou je prends le RPB, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment vous le mettez en place, comment vous l'accompagnez et comment vous gérez votre projet. Donc 80% des échecs dus à un manque d'encadrement du projet, je vous l'ai dit. Lorsque un ERP ne fonctionne plus, il faut d'abord s'interroger sur les processus avant de s'interroger sur son changement. Ne pas perdre l'objectif dans la mise en œuvre, c'est-à-dire ne pas dire ah c'est bon, j'ai mis tous mes process dedans, c'est bon, j'ai fini. Non, derrière, il va falloir, c'est ce que je disais, ça ne se termine jamais. C'est comment on accompagne pour tirer un vrai bénéfice de cet outil-là. On parle souvent de problématique des ROI sur l'implémentation d'un ERP. Une des clés, là, c'est de dire j'utilise les données de mon ERP pour piloter mon entreprise et améliorer mon entreprise. C'est là où mon ERP va commencer à me faire gagner de l'argent. Et il doit vivre avec l'entreprise. Cela nécessite une remise en cause régulière et des adaptations au rythme de votre entreprise. Voilà pour les grandes lignes de la conclusion. Vous verrez dans le document, vous avez quelques liens. J'ai quelques articles sur mon LinkedIn, si vous voulez aller voir sur ce sujet-là, qui reprennent un peu tout ce que je vous ai dit sur les technologies, sur la standardisation. Aujourd'hui, on a un gros changement, j'ai encore 5 minutes, ouais. Aujourd'hui, on a un changement d'état d'esprit des chefs d'entreprise. Vous me contredirez peut-être, mais c'est ce que moi je rencontre aujourd'hui. Il y a 20 ans, les chefs d'entreprise, c'était moi j'ai quelque chose de très très spécifique. Voilà, il me faut quelque chose de très souple parce que c'est très spécifique chez moi. Aujourd'hui, le discours que j'entends des chefs d'entreprise, c'est non, moi je fabrique de la machine spéciale comme machin, comme machin, comme machin. On a les achats pareils, le BE pareil, tout pareil. Donc, mettons déjà du standard et puis on verra pour le reste après. Donc, en termes de conception d'outils et en termes de recherche d'outils, on n'est pas du tout sur la même démarche. D'un côté, on cherche un produit très paramétrable qu'on va pouvoir tendre dans tous les sens. De l'autre, on cherche un produit standard avec des adaptations à la marge. Il y a aussi un article sur les choix technologiques, mais ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et je vous ai mis le blog d'un collègue, chef de projet ERP,
vous pourrez le contacter si vous voulez, mais il est sur Aix-en-Provence, c'est un peu loin. Mais il a un blog très documenté, vous pourrez aller le consulter si vous voulez des renseignements complémentaires et puis des choses un peu sur d'autres solutions. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre écoute. Alors, oui, moi j'ai une petite question, Arnaud, c'est par rapport sur ce type de projet, quels sont les indicateurs clés que vous allez mettre en place? Est-ce que ce sont des indicateurs classiques de gestion de projet ou est-ce qu'il y en a des spécifiques? Pour l'essentiel, ce sont des indicateurs classiques de gestion de projet. On n'a pas géré un projet ERP, c'est un projet comme un autre dans l'entreprise. Après, nous, de notre côté, on va gérer certaines choses un peu plus spécifiques, mais qu'on va pas forcément fournir aux clients sur les technos, sur les différentes étapes fonctionnelles. Après, ça dépend un peu du niveau d'intégration chez le client et comment le client appréhende le projet. Mais grosso modo, c'est un projet classique. Alors, il y a un petit changement. J'ai pas mis les slides parce que en termes de temps, ça aurait été un peu juste. Il y a quelques années, on était plutôt sur un cycle en V. C'est on arrive, bonjour monsieur, vous avez besoin de quoi? Moi, j'ai besoin de tout ça. Sauf que le client final, il vient avec sa boîte à outils, il dit j'ai besoin de tout ça. Il ne sait pas à la base ce que fait un ERP dans ses grands cycles. Donc ça, on a arrêté de le faire parce que ça conduisait quasiment systématiquement à des développements extrêmement lourds. C'était pour le plus grand plaisir de l'intégrateur, hein, je ne dis pas. Pour le plus grand plaisir aussi de l'entreprise qui disait voilà, ouais, c'est vachement spécial et tout. Je vous dis ça, on a arrêté. Maintenant, aujourd'hui, en général, on travaille inversement, c'est-à-dire qu'on arrive, on dit écoutez, voyez déjà ce que fait mon produit à la base. À la base, je fais ça. Je suis à base, je suis X fois, je fais ça. Et une fois que le client sait ce que fait à la base le produit, là, on arrive à dire bon, bah maintenant, dans tes processus, qu'est-ce qui diffère et qu'est-ce qui bouge par rapport à ce standard? Et ça permet de diminuer considérablement les coûts d'implémentation parce que le mec s'aperçoit que ah bah ouais, mon processus il est comme ça, mais en fait je suis comme ça marche aussi, et du coup on évite d'inventer des processus à la con dans tous les sens qui sont très durs à maintenir et très durs à mettre en place. Donc en termes de conduite de projet, c'est quelque chose qui a un peu évolué au cours des années, et depuis 10 ans on travaille plutôt dans ce sens-là que dans que d'aller demander au client ce qu'il veut. D'autres questions? Oui, j'en aurais une. Je pense au cas d'une entreprise de mécanique qui a rien du tout en système d'information pour l'instant et qui envisage de mettre un ERP. C'est des projets, la taille, c'est autour de 15 personnes dans l'entreprise, donc c'est une TPE. C'est des projets qui sont en termes d'intégration. Vous évaluez un petit peu quelle fourchette de temps pour implanter un ERP dans une entreprise qui vraiment démarre de zéro, qui n'est pas structurée en système d'information ni rien. Alors, je dirais 2 jours. C'est un peu pour plaisanter, mais c'est ça. C'est-à-dire, si elle n'a rien, l'entreprise, on va commencer à mettre l'ERP et tout de suite, on va intégrer des processus. On va intégrer les processus petit à petit dans le système. On va peut-être partir, je sais pas, par les achats, si c'est un point sensible. Donc, c'est la commande d'achat 2 jours après. Si aujourd'hui, j'ai déjà vu ça dans certaines entreprises, j'installe vos commandes d'achat, vous les faites dans Excel. Attends, bien, on va les faire directement dans le système et en quelques jours après, au lieu de les saisir dans Excel, elle les saisissait dans le système. Voilà. Ça commence par ça, donc ça peut aller très très vite. Classiquement, la montée en charge sur une gestion commerciale de base, donc du devis à la facture, une gestion des achats classique. Si elle fait du sur-mesure, c'est ça? Oui, c'est des pièces. Elle a aussi des petites et moyennes séries. Bon. Donc voilà, la partie production peut-être un petit peu après avec la saisie des temps. Classiquement, entre 4 et 5 mois, ça s'intègre sans trop de problème. D'accord. Parce que, je vous dis, techniquement, ça va dépendre aussi de la ressource qu'elle met derrière et des personnes qu'elle met derrière. Mais en gros, sur des PME comme ça qui démarrent, le temps classique, c'est 4 à 6 mois. Voilà. Avec, en gros, une dizaine de jours d'implémentation. C'est une fourchette, hein, c'est 10-15 jours d'implémentation sur des petits périmètres comme ça.
fera rien, en fait. Après, il faut choisir le produit. Il y a un peu de temps avant pour choisir le produit, voilà. Voilà, ils avaient pris la démarche de déjà consulter deux intégrateurs. Mais justement, ils n'avaient pas réfléchi à vraiment. Enfin, ils ont plutôt rencontré directement les intégrateurs sans vraiment définir leur cahier des charges, leurs besoins. C'est un peu C'est pour ça que. Ouais. C'est un peu souvent la démarche qui est prise, c'est que du coup les gens commencent par rencontrer des fournisseurs de solutions et qui finalement vont leur apporter les solutions, mais les solutions qui les arrangent eux, plus que les solutions, je dirais, pour l'entreprise, quoi. Mais alors que si la démarche est faite vraiment savoir de quoi on a besoin, enfin, on aura un produit qui sera un peu plus pérenne, je dirais, forcément, et où on aura limité la casse, parce que c'est la moindre erreur. Parce que je vois justement qu'il y a un des intégrateurs qu'ils ont vu qui est tout en bas sur votre tableau, là, dans client lourd, tout en bas. Je suis désolé, c'est pas grave. Hein. Alors, attention, qu'on soit bien clair, je ne mets pas à la poubelle tous ceux qui sont tout en bas. Très clairement, moi, depuis un an, très clairement, quand je les mets en shortlist, quand ces gens-là sont en shortlist, ils sont systématiquement battus par ceux qui vont être, on va dire, sur le haut du tableau, parce que l'ergonomie n'est pas là, parce que ce sont des produits assez lourds à mettre en place. Mais ce sont des très bons produits, enfin pas tous, hein, on pourra faire le tri, mais la plupart de ceux-là sont des très bons produits, il n'y a aucun débat. Et si vous me dites demain, je vais mettre un Héraclès, un Onaya ou un Bâti, sur certains périmètres, on peut passer. Est-ce que c'est le plus pertinent? Est-ce que c'est le plus pérenne? Tout ça, on peut en discuter. Mais c'est pas parce que je les ai mis en bas qu'ils ne marchent pas, il ne faut pas du tout croire ça. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de technologie et en termes d'accessibilité, on peut en discuter. D'accord. Oui, mais c'est surtout que c'est des entreprises de cette taille-là, enfin, quand on est dans les TPE, où il n'y a pas souvent de technicien méthode ou de quelqu'un qui est. C'est justement tout le rôle du consultant extérieur qu'on prend pour ce sujet-là. Voilà. Et quelqu'un comme Arnaud, il suit tout au long du projet, quoi. Mais c'est vraiment un truc sur lequel il ne faut pas faire l'impasse. Enfin, pour moi, c'est une erreur de faire l'impasse là-dessus parce que d'abord, il y a des financements. Ce qui fait que ça coûte pas si cher que ça en pratique. Et puis, quand on voit avec un peu de recul, je vois le tarif des prestations d'Arnaud. Franchement, il y a même pas lieu de se poser les questions. Surtout quand on voit ce qui reste au bout. Sur un projet qui va coûter entre 20 et 100 000 euros, si on en a pour. Si au final, avec les aides et tout, il nous en reste pour aller 5 000 euros de prestations, franchement, c'est peanuts sur la balance. Et au moins, on est sûr de ne pas faire une connerie. Et on a quelqu'un qui parle le même langage que les intégrateurs, quoi. Et là où nous, clairement, c'est pas notre métier, quoi. Là, j'accompagne deux entreprises qui sont adhérents avec des Forcar aujourd'hui, enfin une qui est signée, une qui va bientôt signer normalement. Grosso modo, donc ce sont des PME, typiquement des implantations 7-8 postes à chaque fois, enfin il y en a une un peu plus grosse, mais pour une implantation 7-8 postes, sur un périmètre fonctionnel classique, c'est dans l'injection plastique en l'occurrence. Ma prestation, d'accompagnement projet, donc sélection du produit, cahier des charges et accompagnement, ça va être une fourchette entre 7 et 10 000 euros, pour vous donner un ordre d'idée. C'est entre 7 et 10 jours de prestation. C'est grosso modo la fourchette de l'accompagnement de quelqu'un comme moi, pas que moi, hein, mes collègues, ça va être pareil. Après, derrière, on est sur des budgets entre 20 et 30 000 euros, on va dire, de logiciels et de produits. C'est pour vous donner une première fourchette. Après, j'ai des clients, j'accompagne sur du plus long terme, sur des projets un peu plus gros. Voilà, c'est un peu plus, mais c'est l'idée. Et typiquement, nous, en Bretagne, je te le dis pour toi, Stéphane, mais en Bretagne, on a du coup, sur des prestations comme celle d'Arnaud, finalement, il te reste que 30% à charge. Donc, c'est peanuts. Et tu peux aller jusqu'à 10 jours d'accompagnement. Tu passes de 10 000 à 3 000. Donc, voilà. Et en Pays de la Loire. Et là, il y a quasiment tout l'accompagnement projet fait, quoi. C'est ça. Et sur Pays de la Loire, on va être à 50% et ça peut monter encore un peu, en fonction de comment on jongle dans les financements. On peut prendre et le RP d'un côté et l'accompagnement de l'autre. Donc, il y a des choses à faire. Et sur la partie Bretagne, là, en ce moment, il y a des choses sur les financements des ERP en particulier.
qui se peuvent être pris jusqu'à 40 voire 50%, donc jusqu'à 80 000 euros. Donc ça laisse de la place aussi. Et clairement, moi, je déconseille d'y aller seul. Et tous ceux qu'on voit partir seuls, souvent ils se plantent, quoi. Ils reviennent me voir à un moment ou à un autre. Enfin, moi, Voilà, mes c'est collègues. ça. Et je prends l'exemple de Sarr, qui finalement, chez qui tu es intervenu, Arnaud, qui au bout de 2 ans et en ayant changé 2 fois d'intégrateur, était toujours dans l'impasse avec son ERP. Et où finalement tu es intervenu et 6 mois après, tout était réglé, quoi. Enfin, du coup, tu 6 reviens, mois, il y avait plus de qu'on mur, parle, quoi. Comment? Si Il y je a peux aller encore 6 mois dans, avec le confinement. Ouais, c'est vrai. si je peux aller dans ce Voilà. sens-là, alors moi c'est un petit peu différent. J'ai rencontré là, je suis en train de prospecter, donc j'ai rencontré 2 entreprises qui ont, selon moi, et avec tout ce que vient de nous dire Arnaud, ça le confirme, ont fait vraiment des mauvais choix stratégiques. Il y en a une qui a considéré que son activité était vraiment extrêmement spécifique et s'est fait approcher par un éditeur qui lui a vendu un développement de A à Z, avec toutes les problématiques. Voilà. Et la décision est prise et il se rend compte que ça commence à être extrêmement time consuming en ressources et je suis pas sûre que ça a été mesuré au départ. Et j'ai un deuxième exemple où là c'est un intégrateur qui est spécialisé sur une solution qui a fait prendre le choix d'une solution client lourd et il se retrouve aujourd'hui, bien entendu, avec ils font du montage chez les clients avec des techniciens en mobilité. Ils ont la problématique de la mobilité qui n'est pas traitée par le ERP client lourd et donc ils font un projet où ils sont obligés de remettre 50K sur la table pour développer une application qui va permettre d'accéder aux données de l'ERP sur téléphone. Et c'est quelque chose, je pense que ça va être assez touchy, à mon avis, de le faire maintenir sur la durée. Donc, c'était pour aller vraiment dans le sens où je pense que c'est super important d'être accompagné. Je précise qu'on ne se connaît pas avec Pascal. Pas du tout. C'est la première fois qu'on se voit avec Arnaud. Mais moi, je suis confrontée. L'ERP, c'est un sujet que je vois dans strictement 100% de mes rendez-vous sur des PMI entre 50 et 1000 personnes. En ce moment, c'est vraiment le sujet. Tout à fait. Donc voilà. Écoutez, c'est parfait si du coup on a répondu et levé quelques verrous pour certains d'entre vous. Si vous avez des questions sur les financements, faut pas hésiter à revenir vers moi parce que du coup on a tous les documents, on a tout, on saura vous aider à monter les dossiers et à voir ce qui peut rentrer dans le périmètre ou pas. On saura vous redonner les coordonnées d'Arnaud, même si elles sont notées depuis le début et je suis sûr que vous avez pris des notes. De toute façon, on va envoyer le slide. Hein. Je vous Ouais. le truc. Je vous pousse ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir pour les prochains meet-ups. Du coup, le prochain, ce qui sera du coup dans 15 jours, lui sera dédié à tout ce qui tourne sur les objets connectés, plutôt orienté PME, parce que du coup, dans les grands groupes, ils se posent un peu moins de questions et ils savent faire, je dirais. Mais voilà, qu'est-ce qu'on doit attendre d'un objet connecté, à quoi ça sert, quels sont les prérequis, combien ça coûte, etc., etc. Donc du coup, voilà, on aura là pour le coup 3 experts différents parce qu'ils ont des visions un peu différentes des choses. Et donc voilà. Donc ça, ce sera du coup vendredi dans 15 jours, le 25, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, sur ce, écoutez, moi, Juste pour terminer, vous n'hésitez pas à m'appeler pour discuter 5 minutes. C'est pas, voilà, je suis toujours à disposition pour discuter de ça. Et puis, puis après, on voit si on peut travailler ensemble. Mais déjà, si vous avez déjà des premières questions, je peux y répondre par téléphone très rapidement. Et déjà, vous orienter vers les bonnes pistes. Ouais, là-dessus, il n'y a pas de. J'invite, moi, de toute façon, je dirais, notre process chez nous, c'est toujours le même. C'est vous avez un sujet là-dessus, appelez Arnaud et on discute après. Du coup. Et nous, on vous trouvera les sous, mais appelez Arnaud pour commencer. Sinon, vous allez faire une erreur. Donc voilà. Écoutez, merci à tous. Merci encore Arnaud, un grand merci. Merci à vous pour votre participation. Et puis, je vous souhaite bon après-midi, un excellent week-end à tous. Et peut-être à très bientôt pour un prochain meet-up. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.